Envie de découvrir comment enseigner avec authenticité tout en restant vous-même? Comment trouver du plaisir à enseigner? Comment se ressourcer auprès de ses élèves et s'épanouir dans ce métier? Bienvenue dans Vocation enseignant, un podcast inédit qui met à l'honneur des enseignants passionnés et créatifs. Dans cet épisode, nous rencontrons Émilie, enseignante de français en collège à Bordeaux. Elle casse les codes de l'enseignement classique avec des pratiques inspirantes et non académiques. Écoutez-la partager ses méthodes, ses idées et sa vision d'une éducation où les élèves et les enseignants s'épanouissent ensemble. Plongeons dans son univers à travers la chanson qu'elle a choisie pour introduire ce podcast. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Bonjour Émilie. Bonjour Pascal. Alors tu as choisi pour introduire ce podcast une très belle chanson de Georges Brassens, Mourir pour ses idées. Alors pourquoi as-tu choisi cette chanson ? Alors parce que quand je la présente aux élèves, au début, les cinquièmes me regardent en se demandant s'il y a un problème chez moi, si j'ai des idées noires. Et après, ils se disent « mais mourir de mort lente, c'est agoniser », donc ils s'inquiètent. Et finalement, quand je leur explique que non, c'est tout le contraire, c'est une invitation à vivre, là ça passe effectivement beaucoup mieux. Et c'est une chanson que j'aime bien pour le coup partager avec eux. Alors, donc tu enseignes depuis 9 ans maintenant. Tu es enseignante de français en collège. Alors, tu as une pratique de l'enseignement qui est propre à toi-même, très innovante. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? J'aime laisser beaucoup de place à l'oral dans ma classe. Ça veut dire que déjà, je veux reformuler les œuvres qu'on étudie en classe. Si je vais donner un extrait, d'abord, je vais, comme je leur dis, je vais vous pitcher une œuvre et je leur raconte en très grossier tout le roman pour justement avoir une réaction de leur part. Donc ça ressemble un peu à un sketch sur le coup, et c'est là aussi où je vois que ça marche ou pas, ou qu'ils écoutent ou pas, parce que je les vois rire, ou qu'à la fin ils vont critiquer la morale d'une œuvre, parce que le XVIIe siècle c'est pas tout à fait leur valeur à eux. Ou encore, ils vont me proposer une fin alternative, une belle fin pour le coup, qui leur convient mieux. Et ce sont des moments que j'adore puisque ça prouve qu'ils s'approprient des œuvres pour lesquelles ils pensent pourtant ne pas avoir d'atome crochu, ne pas comprendre, partager les valeurs ou les problématiques. Donc ce sont des moments que j'adore en classe. Alors quel est le profil de tes collégiens ? Tu dirais qu'ils sont comment les collégiens d'aujourd'hui ? C'est très cliché, mais ils sont très hétérogènes. J'ai des collégiens qui ont énormément de culture G quand ils arrivent dans ma classe, au point où ça leur arrive régulièrement de m'apprendre de petits éléments que je ne connaissais pas. Donc j'adore ça aussi. Et d'autres qui sont encore dans une lecture décodage, avec beaucoup de lacunes du primaire et une rédaction compliquée. Donc il faut essayer de réconcilier ces deux-là quand on a des activités. C'est un défi, c'est aussi un défi sur le plan technologique, puisqu'on a un énorme fossé aussi entre ceux qui ont du matériel et qui ont accès, et ceux qui n'en ont pas ou n'ont pas d'accès par les choix des parents. Et du coup, Émilie, alors est-ce que tu peux nous dire si être enseignante, finalement, c'était une vocation pour toi au départ ? Alors là... Ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. J'ai eu un parcours scolaire compliqué. Je me sentais pas bonne élève, je me sentais pas douée pour l'école. Donc j'étais très curieuse, mais pas très travailleuse. Paradoxalement, j'avais la réputation d'être une bonne élève auprès de mes camarades, si bien qu'ils me demandaient régulièrement de réexpliquer des notions. Et après, paradoxalement, ils avaient de meilleures notes que moi aux évaluations.
Et c'est au lycée, quand j'étais en voie technologique pour le coup, que j'ai découvert que j'étais une bonne élève et que j'avais des capacités scolaires qui m'ont suivie pour la suite, mais ça a été assez tard. Et qu'est-ce qui a fait que tu as découvert ça ? Un type d'enseignement différent finalement, plus pratico-pratique, avec également des professeurs qui m'ont donné une méthode que je n'avais pas du tout. Et donc pour le coup, après j'ai suivi avec des études en lettres classiques, parce que j'aimais déjà énormément la littérature et le sens des mots, le vrai sens des mots. Et qu'est-ce que je pouvais faire après une licence finalement de lettres ? Prof. Enseigner. J'étais vraiment pas sûre de moi. J'avais une image du métier qui était quand même très vieillotte, très stricte. Et bon, je me sentais pas m'épanouir dedans, mais il fallait bien faire quelque chose. Et il m'a fallu quelques mois après mon entrée dans le métier pour découvrir que je pouvais être moi finalement en enseignant avec des projets loufoques, avec une gestion de classe un peu plus personnelle finalement. Alors qu'est-ce que tu appelles une gestion de classe un peu plus personnelle justement ? Qu'est-ce que tu fais quand tu dis personnel ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ma plus grande fierté en classe, c'est un truc assez bizarre, c'est que mes élèves sursautent quand je lève la voix, parce qu'ils n'ont tellement pas l'habitude que je lève la voix, que vraiment ça les saisit d'un coup. Et pour le coup, je l'utilise très très peu, parce que je fais beaucoup de gestion avec une petite note d'humour, à leur rappeler leur comportement, et finalement c'est plus fluide que je m'arrête, je gronde un élève, tout ça. Non, je vais cadrer, ça c'est sûr, mais il y a quand même un espace de liberté en classe auquel je tiens énormément. Parce que faire cours de français, où il faut faire parler les élèves avec des élèves qui ont peur et qui ne parleront pas, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. C'est ça. Donc j'ai besoin d'avoir une certaine complicité avec mes classes. Alors comment tu l'instaures, cette complicité ? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de projets ou d'activités que tu fais en classe pour instaurer cette complicité avec tes élèves justement et que ça fonctionne ? Je pense que plus que des activités, ça va être une façon d'enseigner très tôt. Une façon d'être, oui. Où je vais être très naturelle finalement, et quand je leur explique quelque chose, je théâtrise tellement qu'on est dans le sketch, donc ça les fait rire. Et ils m'emboîtent le pas à essayer d'imiter finalement les histoires loufoques dans lesquelles je les embarque. Et ça va être plutôt ça, à partir du moment où ils apprennent à me faire confiance pour recevoir leurs paroles. Parfois ça déborde du cadre, à ce moment-là je signale que ça déborde, on revient dans le cadre, et c'est une relation que j'aime penser plutôt apaisée finalement. Tu peux nous donner un exemple d'histoire loufoque ou des exemples ? Il y en a une de la rentrée, franchement, il y en a deux de la rentrée, mais bon, je vais choisir celle qui est peut-être la meilleure. Oui. À la rentrée, avec les 5e, on travaillait sur le super-héros, et je leur ai demandé pourquoi un super-héros faisait ce qu'il faisait finalement, pour les challenger un peu sur leur définition super arrêtée et ouvrir la définition. Et donc un de mes élèves m'a dit qu'un super-héros faisait ce qu'il faisait pour la patrie. Alors je l'ai regardé, je me suis dit oui quand même, ça veut dire que si tu vois une maison en feu, tu vas dire je vais y aller pour la France. Et c'est une blague qui est restée un peu longtemps dans cette classe-là, où même à un moment, quelques cours plus tard, on parlait toujours du héros, et j'ai entendu un élève chuchoter pour la France. Et donc j'ai rebondi dessus en disant oui évidemment qu'il l'a fait pour la France. Et ça peut être comme ça, des petits trucs entre nous, où chaque classe finalement a la petite blague qu'on s'est faite à un moment, sur laquelle on construit un peu, et qui leur permet aussi de s'ancrer, parce qu'ils savent que c'est accepté, on va dire, en classe. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques activités innovantes que tu mets en place par exemple, pour l'étude de la langue, qui est quand même particulièrement difficile à faire passer à des élèves de collège. Pour l'étude de la langue, ce que je fais, c'est que je raconte des histoires aux élèves pour leur expliquer comment marche quelque chose. Surtout pour nature et fonction, on a toute une histoire dessus. Et pourquoi je fais ça ? Parce que ce qui ne fait pas de sens, finalement, on ne le retient pas. Au collège, j'étais nullissime pour donner les fonctions, mais vraiment, c'était une cata. Et ça m'est venu vraiment sur le tard. Donc quand je leur expliquais au début, je leur expliquais comme je l'avais appris. Et quand j'ai commencé à leur expliquer comme moi je le comprenais, avec des histoires souvent loufoques, parce qu'ils retiennent mieux les histoires loufoques, c'est là que ça a commencé à vraiment les marquer, au point où l'année dernière, il y avait une notion sur laquelle je n'avais pas d'histoire particulière. C'était quelle notion ? C'était pour trouver la fonction d'un antécédent.
Non, pas de l'antécédent, pardon. C'était pour trouver la fonction du pronom relatif dans la phrase. Et donc, ils m'ont réclamé une histoire. Je n'avais pas d'histoire. Et ils étaient « Ah mais si, madame, on peut en trouver une ». Donc ceux qui avaient compris étaient en train de chercher une histoire dans le fil de ce qu'on avait déjà tissé pour expliquer déjà ce que c'était un pronom relatif. Et j'ai dit « bon, oui, c'est bon, je l'ai ». Et je leur ai lancé l'histoire. J'ai vu que la moitié qui n'avait pas compris était là « oui, on l'a ». L'autre moitié était là « on répète une autre fois et ça devrait être bon ». Et j'avais mes doutes. Mais au contrôle, je n'ai jamais eu d'aussi bonnes notes sur une notion comme ça, qui est réputée pour être complexe. Du chinois pour certains élèves. Vraiment, ouais. Normalement, on a 5 sur certains élèves en tout cas. Et là, la note la plus basse, c'était 12. Mais moi, je n'y croyais pas au début. Et puis finalement, j'étais super contente. Parce que tu as fait jouer leur imaginaire aussi. Donc, oui, et c'est ça qui retiennent finalement. Oui. Bon, alors qu'est-ce que tu as le plus à cœur de transmettre à tes élèves, les valeurs, 2 ou 3 clés à leur transmettre pour leur vie future à ces collégiens? Ce que j'aimerais beaucoup, c'est leur transmettre une part de moi finalement, la part qui ne voit pas la rentabilité dans le travail qu'on fait. Qu'est-ce que tu appelles la rentabilité? C'est-à-dire par exemple bosser à fond mais pour un contrôle, pour la note et ne voir pas au-delà de la note finalement. Qu'aujourd'hui je ne suis plus notée, par quand mon inspecteur passera. Et j'aime toujours apprendre énormément de choses, j'aime créer énormément de choses et j'aimerais qu'ils aient ce rapport-là aussi et qu'ils se laissent l'occasion de se surprendre eux-mêmes et de remarquer qu'ils savent faire de super trucs, même si, oui, parfois, ils ne seront pas les meilleurs en orthographe. Il n'empêche que le contenu de ce qu'ils ont à apporter est super intéressant et que ce serait bête de s'en priver. Oui, leur dire qu'ils aient confiance en eux, finalement. Donc, alors... Pour conclure, je t'avais demandé de choisir un livre. Alors, je sais que c'est compliqué d'en choisir un seul, mais donc, tu en as choisi un. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton choix et la raison pour laquelle tu as fait ce choix? Alors, j'ai choisi Oscar et la Dame Rose de Éric Emmanuel Schmitt, que j'ai découvert quand j'étais en 4e, à une période où je ne lisais que les livres qu'on m'imposait de lire, finalement. Oui. Et qui m'avait vraiment marqué pour l'intensité des émotions qu'un livre qui n'est du papier, si on relativise un peu, peut susciter. Enfin, j'en ai pleuré de cette dernière page du livre. Encore aujourd'hui, parfois, je me demande si c'est pas un peu violent pour des 4e. Mais ça a été une véritable révélation. Et autant, je ne me suis pas encore permise de le donner à mes 4e, autant, oui, il m'a encore... aujourd'hui, il me marque encore. Il te marque encore. Oui. Et donc, tu vas le faire lire à tes 4e ou pas? J'hésite encore. J'hésite encore. Pour quelle raison? J'en ai certains qui sont un peu sensibles. Ah oui. J'en ai qui ont... Enfin, on ne réalise pas quand on est élève, mais quand on devient prof et qu'on apprend ce que les élèves portent comme histoire, c'est quand même assez fou. Je me dis qu'à mon âge, j'ai pas vécu autant de choses traumatisantes que certains de mes élèves. Et parfois, j'avoue que j'essaye un peu de les protéger de ça. De les ménager. C'est ça. Et tu as choisi également une citation, voire 2 citations, je crois. Est-ce que tu peux nous dire laquelle ou lesquelles? Alors d'abord celle d'Albert Einstein. La logique vous mènera de A à B. L'imagination vous mènera partout. J'adore celle-là parce que je ne suis pas quelqu'un de très académique. Et il y a plein de choses que je fais sans suivre des espèces de méthodes, mais qui fonctionnent. Et c'est quelque chose que je voudrais aussi transmettre à mes élèves. Cette idée de, si vous ne savez pas faire de la façon traditionnelle, il y a plein d'autres façons à inventer finalement et qui marcheront aussi bien. On n'a pas qu'une seule. C'est ça. Oui, tout à fait. Et la deuxième? C'est une citation latine. On enseigne pour la vie et pas pour l'école. Donc dans cette idée qu'il ne faut pas choisir, chercher une rentabilité dans la connaissance, donc la note à tout prix finalement. Tout à fait. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Émilie? Et que tu voudrais peut-être donner, transmettre aux enseignants, à tes collègues, d'une manière générale? Je voudrais leur conseiller quelque chose qui est un peu hypocrite parce que ça m'a pris beaucoup de temps moi-même à l'appliquer, mais c'est de se faire confiance pour être naturel en classe dans leur posture. Moi, je me rends compte aujourd'hui que c'est ce qui me faisait le plus peur, parce que quand on joue le prof, c'est le prof qui est attaqué quand il prend une réflexion. Quand on est à 95% soi, comme je le suis actuellement, on a l'impression que si on prend une réflexion, on le prend sur le soi, on ne le prend pas sur le professionnel.
Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui me ressource finalement. Autant être prof, c'est un sport extrême à part entière. C'est fatigant, c'est intense émotionnellement, physiquement, c'est sûr, intellectuellement aussi. Autant je me rends compte que je me ressource énormément auprès de mes élèves, qu'ils me donnent énormément de matière. Et ça, je pense pas en tout cas que ce serait possible si j'avais continué à jouer le prof. Oui. Mais après, je ne doute pas que c'est très difficile en termes de légitimité. Moi, je suis une prof qui n'a pas fait un bac littéraire pour faire français, qui a été une mauvaise élève pendant longtemps. J'arrive de la campagne, j'enseigne à Bordeaux. Donc, trouver ma place a été difficile. Surtout parce que j'ai cru qu'il fallait que je remplisse un rôle. Et qu'en fait, ce rôle n'était pas du tout fait pour moi. Ça t'a bloqué. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, avec tout mon côté pas académique finalement, j'ai beaucoup de collègues qui viennent me voir parfois quand ils sont bloqués, quand ils me disent « mais comment toi tu ferais pour telle activité, comment tu évaluerais telle chose ?» Et finalement, ça prouve quand même qu'il y a une légitimité dans ma démarche, aussi peu académique soit-elle. Tu enseignes comme tu es. C'est ça. Bon, bien, on terminera sur cette belle parole. Je te remercie, Émilie, vraiment, d'avoir participé à ce podcast. Et bonne journée à toi. Merci à toi aussi. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez les prochains podcasts Vocation Auteur sur le site Hachette Éducation et sur les plateformes de streaming.